Faites entrer l'écriture, 30e épisode. Elia, là-dedans. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui évoquera un sujet sur lequel je n'ai pas de compétences, l'intelligence artificielle. Et justement, comme je n'ai pas de compétences, je vais aller interroger d'une part quelqu'un qui en a, l'écrivain et informaticien Joachim Séné, et également un artiste qui la découvre depuis peu et qui joue avec également depuis peu le musicien Jean-Marc Montera. Jean-Marc Montera, vous le connaissez forcément au moins un peu puisque c'est lui qui m'a donné le générique de ce podcast. Et d'autres sons. Éternel, merci à lui. Ils sont de deux générations différentes. Je ne sais pas exactement quel âge a Jean-Marc, mais il a cofondé le GRIM, groupe de recherche et d'improvisation musicale, en 1978. Et Joachim, lui, il le dit dans l'entretien, a fait ses études à la fin des années 90. Ils se connaissent pourtant un petit peu, puisque tous les deux, ils m'ont aidé à fabriquer, à monter, à inventer le site Bruit. Son pour bruit, Anne Savedi. Je les interroge à deux endroits différents. L'un est à Paris, l'autre est à Marseille. Et nous allons bien voir ce qu'ils répondent à ma question. Elia, là-dedans, qu'est-ce que ça te fait à toi qui crée? C'est quoi pour toi l'IA? On commence avec Joachim, qui m'explique de façon très pédagogue Soyez attentifs. ce que c'est que l'intelligence artificielle. Un objet, un geste, un décor, D'où ça vient? une attitude, le moindre détail a son importance. Pour la première fois au cinéma, vous serez le co-auteur d'un film. À partir des images que vous verrez, vous créerez vous-même l'histoire d'après votre sensibilité, votre caractère, votre humeur, votre vie passée. C'est à vous qu'il appartiendra de décider si cette image ou celle-là représente la vérité ou le mensonge, si cette image est réelle ou imaginaire, si cette image figure le présent ou le passé. Tous les éléments vous seront donnés, à vous de conclure. Joachim Séné est à la fois ingénieur informaticien, écrivain, poète. Cette particularité qu'il a, il la développe de plusieurs façons, en créant des sites web pour des associations littéraires ou des auteurs, en animant des ateliers d'écriture, en animant également avec moi un projet commun qui s'appelle Parle à Paris, et il propose aussi des conférences, et il enseigne à la faculté de Poitiers. Je commence par lui demander, lui, comment il a rencontré l'IA. Alors moi, j'ai entendu le terme pour la première fois en école d'ingénieur. Il y avait une UV, une unité de valeur, IA01, donc je l'ai prise, parce que ça parlait du jeu, en fait. C'était ça ma première rencontre avec l'IA. C'était dans un amphi, et le prof a présenté une manière de résoudre un jeu, et c'était une manière complètement bête, en fait, puisque c'était le morpion, le jeu du morpion, donc le tic-tac-toe, qui est ce qu'on appelle un jeu résolu, c'est-à-dire on sait tout du morpion parce qu'il suffit de dessiner toutes les combinaisons possibles de situations sur la grille. Donc le morpion, c'est une grille à 9 cases, et on joue à 2, on aligne des croix ou des ronds. Le premier qui a 3 figures alignées a gagné. Donc avec seulement 9 cases, ça fait quelques milliers de combinaisons, c'est pas énorme, et on peut même le dessiner. Il y a d'ailleurs un livre qui existe, un livre papier, donc il doit faire donc peut-être, je sais pas, 1500 ou 2000 pages avec toutes les combinaisons. Et donc on ouvre le livre, on a une grille de 9 cases avec des chiffres dedans qui représentent les numéros de pages. Et donc si je veux jouer au milieu, je vais chercher le numéro de page de la case du milieu. Par exemple, page 43, je vais page 43 et je vois ma croix au milieu, j'ai fait mon coup, mais il y a aussi la réponse du livre, de l'intelligence artificielle du livre. Et par exemple, il a mis son rond tout de suite après ma croix dans la case en haut à gauche. Donc il a répondu à mon coup. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc dans les 7 cases restantes, j'ai d'autres numéros de page qui sont le coup suivant que je décide de faire. Et ainsi de suite. Un peu un livre dont vous êtes le héros mathématique. Et c'était à quelle époque ça, cette découverte?
98, 99, quand je suis arrivé en école d'ingénieur à Belfort. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça a déclenché quelque chose en toi ou t'as vu passer ça comme tu voyais passer autre chose? C'était juste un cours de plus. Dans le cours, il y avait un langage de programmation nouveau, mais rien de fondamental. Et en fait, à la base de l'IA, c'est ça. Le terme, il date des années 40 ou 50. Et le jeu, donc oui, si je reviens sur le jeu, ça fait partie des premiers ordinateurs qui ont été construits. C'était pour jouer, en fait. Et même le premier ordinateur, avant même d'être construit, un des premiers programmes qui a été fait, c'était le Morpion, justement, donc par Charles Babbage en 1848. Bienvenue, je m'appelle Alan. Vous pouvez dire que je m'appelle Alan. Je suis un bénévole docent ici au musée d'histoire de l'informatique et je vais vous raconter l'histoire de l'homme Charles Babbage, ses conceptions de machines et comment cette machine incroyable derrière moi a été construite et est arrivée dans notre musée. Charles Babbage, c'est l'inventeur d'une machine booléenne, il appelait ça une machine analytique, mais il ne pouvait pas la réaliser, donc il l'avait entièrement fabriquée sur papier. Ada Lovelace, elle, qui était mathématicienne, elle a écrit le premier programme à partir de cette machine qui n'existe pas quand même, dans les années 1830, elle a écrit un programme qui pouvait, d'une façon ou d'une autre, être saisi dans cette machine dont elle avait simplement vu les plans. Ada Lovelace est une mathématicienne et poétesse britannique pionnière de l'informatique et créatrice du premier algorithme de l'histoire. Ada Byron naît le 10 décembre 1815 à Londres. Elle est la fille d'une amatrice de mathématiques, Annabella Milbank, et du poète britannique Lord Byron. La poésie, les maths. Donc c'était une suite mathématique, c'était pas un jeu. Et Charles Babbage, quelques années après, lui, il a écrit le programme pour jouer au Morpion. Et ce programme a été réalisé 100 ans après par un lycéen sur une machine avec des ampoules vertes et rouges pour symboliser les joueurs. Sur la foire de New York en 1939, il y a eu un jeu de Nîmes. Le jeu de Nîmes, c'est le jeu où on joue contre un joueur qui place des allumettes et on peut prendre une ou plusieurs allumettes d'une rangée ou toute la rangée et descendre ainsi de suite. Sur chaque rangée, il y a de moins en moins d'allumettes, ou de plus en plus d'allumettes d'ailleurs, je ne sais plus. C'est le jeu qu'il y a dans le film d'Alain Resnais. Je vous propose un autre jeu plutôt. Je connais un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours. À Marienbad, c'est comment le titre ? L'année dernière à Marienbad. Exactement. Et ce jeu était en fait une machine sur la foire de New York où les gens pouvaient jouer. Et ce qui est amusant, c'est que la machine a enregistré les parties. Donc elle a fait sur toute la durée de la foire de New York, je ne sais pas, peut-être 50 000 parties. La machine en a gagné 40 000. Et tu as parlé, si j'ai bien compris, d'IA analytique là pour l'instant par rapport au jeu, mais c'est une intelligence qui analyse tout ce qui se passe et qui répond. Alors si on fait un énorme bond dans le temps et qu'on arrive là au présent aujourd'hui, on a l'impression que le côté analytique de l'IA, personne n'en parle plus. Enfin nous qui ne sommes pas des scientifiques ni des mathématiciens, des gens de tous les jours, ce qui nous frappe, c'est une autre forme d'intelligence artificielle, celle qui invente des réponses. D'ailleurs, je ne me souviens plus de comment on l'appelle, générative, non ? On dit les IA génératives. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les programmes dont je parlais, c'est des programmes qui sont écrits dans un langage informatique avec des ordres qu'on donne à la machine. Si tu veux, si l'utilisateur fait ça, alors on va faire tel calcul, qui n'est qu'un calcul mathématique. Il y a des boucles pour répéter des opérations, mais on peut l'écrire. Mais dès les années 50, il y a des gens qui ont voulu imiter le cerveau humain, et c'est là qu'il y a deux branches dans l'informatique, dans le développement. C'est ce côté connectiviste où on essaie d'imiter des neurones avec des fonctions. Au lieu d'être des fonctions mathématiques complexes ou écrites, c'est des fonctions très simples, très basiques, et qui permettent de faire qu'une très petite quantité de choses. Mais ces neurones artificiels, on en met plein, des milliers, des millions, maintenant des milliards. Et tous ensemble, ils arrivent à faire quelque chose. La meilleure manière de l'expliquer, c'est l'analyse d'images, parce que ça s'est déployé comme ça dans les années 90, en reprenant une idée des années 50, mais qui ne pouvait pas être réalisée parce que techniquement, c'était difficile à concevoir, mais l'idée était là. Et dans les années 50, un ingénieur, un chercheur, a fabriqué une machine qui reconnaît des formes, mais sur un équivalent de 20 pixels de côté, je crois, qui reconnaissait des carrés, des ronds, des triangles. Tous ces morceaux font une forme, mais cette forme, elle est référencée. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ces programmes à reconnaître les choses. Et donc les images, ça marche comme ça. Les neurones reconnaissent des courbes, des formes, des couleurs, des angles. Et puis,
comme en dézoomant de l'image, d'autres fonctions vont prendre plusieurs formes simples ensemble. Voulez-vous commencer? Et commencer à voir par exemple une oreille, mais il aura fallu qu'un humain dise cette forme-là, ça ressemble à une oreille, cette forme-là, ça ressemble à une patte, ça c'est des poils, et puis au bout d'un moment on dézoome encore, et puis on commence à avoir un chat ou un chien. Essayons. Et la machine là va répondre par la reconnaissance, par une probabilité en disant à 80% c'est un chat, à 40% c'est un chien, je ne sais pas trop. Et tout ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est ce principe de grand modèle de langage. Les cartes sont disposées comme ceci. Alors, tu as dit à un moment qu'il y avait besoin de l'humain pour dire ce qu'était tel animal, etc., à un moment du processus. Cela se joue à 2. Et ça me fait penser à un article que je viens de lire dans l'IB, où on interroge des gens qui viennent de perdre leur travail parce que l'IA va les remplacer. Et une femme en particulier qui dit qu'on lui a vendu, entre guillemets, que l'IA allait la débarrasser des tâches répétitives et inintéressantes et qu'elle allait pouvoir développer sa créativité. Je crois qu'elle est rédactrice. Et puis en fait, c'est le contraire qui se produit puisque la créativité, la création est prise en main par l'IA et elle est chargée de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Ça devient inintéressant, puis finalement elle est virée. Je vais encore une fois devoir me réinventer et ça m'épuise. En tant qu'entrepreneuse, ce n'est pas nouveau pour moi. Toutefois, depuis le Covid et maintenant avec l'IA générative, je dois le faire tous les ans. À la longue, je sens que ça peut créer une forme d'usure professionnelle. Cela fait 15 ans que je suis à mon compte et pendant 13 ans, j'ai été conceptrice-rédactrice. Concrètement, j'apportais ma plume à des entreprises pour réaliser les textes sur leur plaquette commerciale, leur site web, leur compte LinkedIn. L'arrivée de ChatGPT en 2023 a amené un changement radical. Mes commandes se sont éteintes du jour au lendemain. Une cliente, que je suivais depuis 3 ans, m'a expliqué que recourir à l'IA générative était pour elle plus pratique, ça allait plus vite, ça coûtait moins cher. Je prenais plaisir à faire mon travail, je le faisais bien. Forcément, ça a un peu heurté mon amour-propre. Par la suite, j'ai pu voir ce que l'IA faisait à ma place. J'ai trouvé que les publications qu'elle avait générées sur LinkedIn brassaient de l'air. Pour être une bonne conceptrice-rédactrice, il faut l'esprit de synthèse, mais il faut aussi apporter une patte personnelle. Là, il n'y avait pas d'âme. Ce n'était pas incarné. Emmanuelle Orvin, 39 ans, ex-conceptrice-rédactrice devenue formatrice, Seine-et-Marne. Et ça me fait penser à ce qu'en tout cas je perçois autour de moi, qui est que l'IA génère beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, on a peur d'être remplacé, et puis aussi beaucoup de colère et beaucoup aussi de jugement sur la laideur, par exemple, des images générées artificiellement, les erreurs, etc. Là, je viens de voir passer aussi quelqu'un qui a photographié l'image d'un festival qui est entièrement fait par IA et qui est très mal fait, puisque c'est un festival, je ne sais plus, de cirque, je crois. Tu vois des images de cirque, et puis quand tu regardes bien, tu t'aperçois que les personnages ont des visages complètement ratés, quoi. Voilà. Et ça a été validé quand même, par mesure d'économie sûrement, cette image de loin a l'air, normale, donc on la valide, etc. Est-ce que cette question de la peur, toi, elle te traverse, hein, ou parce que tu maîtrises plus ce sujet que quelqu'un comme moi, tu es déjà au-delà? J'ai commencé par comment ça marche par rapport aux images ratées, etc. Parce que ça reste sur ce que je disais sur le fonctionnement, les probabilités. Pour générer un texte, en fait, ça marche de cette façon, quoi. Dans la mémoire du grand modèle de langage, il y a tous les mots de la langue, qui sont même en fait décomposés en syllabes, mais peu importe. Pour simplifier, disons, on a tous les mots du langage qui sont proches, plus ou moins proches les uns des autres. Et ce que ça veut dire, c'est que quand ils sont proches, ça veut dire qu'un sens leur est proche. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que ça dépend du contexte. Donc c'est pour ça qu'en réalité, cet espace, il est à plusieurs dimensions. Il y a des... quand on pense si on dessine les mots sur une feuille, on peut rapprocher les mots. Par exemple, si j'écris... alors c'est là où j'avais besoin de mon petit schéma. On peut aller voir. Tu veux montrer? On peut essayer d'enregistrer. Alors là, je vais décrire juste un peu. Donc, oui, parce qu'on n'aura pas d'image. Oui. Donc, Joachim se met devant son ordinateur et il me montre un écran blanc avec le terme femme
écrit en vert et le terme homme aussi écrit en vert. Et dessous, il y a des L'un sur l'autre. chiffres, et c'est simplement pour signifier des coordonnées dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que les mots dans le langage, dans le grand modèle de langage, le LLM, ils ont des coordonnées, c'est comme des coordonnées GPS, on peut aller de l'un à l'autre. Et donc là, j'ai cliqué pour faire apparaître d'autres mots, donc tu peux dire ce que tu vois. Alors je vois reine en haut, à côté de femme, et roi en bas, à côté d'homme, dans une couleur différente, en bleu. Voilà. Pour ma démonstration, j'ai mis reine à la même hauteur que femme et roi à la même hauteur qu'homme pour dire que un roi est à une reine ce qu'un homme est à une femme. C'est-à-dire qu'il y a la même distance. C'est-à-dire, il faut imaginer, si c'est un terrain, on marche de homme à femme dans le sens, dans la sémantique, on marche de roi à reine, c'est la même chose. Par contre, roi et reine sont un petit peu éloignés de homme et femme parce que c'est un autre contexte. Et si je fais apparaître deux autres mots, je vais en mettre 3. Donc là, j'ai mis Suède et Argentine, donc des pays. Donc ils sont, on va dire, très loin, ils sont dans un autre espace. Mais voilà, c'est Suède et Argentine, je les ai mis de la même couleur, ils sont pas trop loin, parce que c'est des pays. Et je mets le mot football, qui est encore ailleurs, donc je l'ai symbolisé par une autre couleur. Et ensuite, si je me demande, des footballeurs et des footballeuses, dans le grand modèle de langage, ils sont situés à une distance qui est à la fois entre le pays pour lequel ils jouent et, mettons, leur genre, dans l'exemple que j'ai choisi. Donc Lionel Messi, il est à mi-distance de homme et Argentine, et de football aussi. Et Lotta Schelin, qui est une joueuse suédoise, elle est de la même façon à une même distance de femme, de Suède et de football, donc dans un autre plan que Lionel Messi, mais avec le même schéma. Et on peut jouer à ça dans une IA générative, on peut lui demander qu'est-ce que sont les frites pour le Japon. Il va répondre sushi, les sushis. Et après, on peut demander, voilà, pour tous les pays, qu'est-ce que sont les sushis pour l'Angleterre? Et il va répondre quelque chose, parce qu'il va calculer simplement la distance géométrique qu'il y a entre le plat le plus connu du pays. En prenant la même distance que sushi Japon, il va l'appliquer à Angleterre et voir si je parcours la même distance qu'il y a entre Japon et sushi, mettons il y a 12 mètres, je vais aller en Angleterre, je vais parcourir 12 mètres dans cette direction et je vais tomber sur le fish and chips, par exemple. Et il va répondre fish and chips. Donc c'est comme ça, moi j'aime expliquer comment est mémorisé le sens, en fait, parce que ça c'est quelque chose qu'ont montré les nouveaux modèles après 2017, et que la langue, elle est géométrique, en fait. Alors c'est super, j'apprends plein de choses, mais vous remarquerez que pour l'instant, chaque fois que je lui demande ce que ça lui fait à lui, il ne me répond pas vraiment, pour le moment. Il préfère continuer à m'expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va l'entendre parler création, mais je vous propose de nous retrouver un peu d'abord à Marseille, avec Jean-Marc Montera, qui lui n'a pas fait d'études d'informatique, mais qui, concrètement, a été amené, il y a peu, à utiliser l'IA dans sa pratique de musicien. La première question que je lui pose, elle est liée à un festival créé par l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, créé par Pierre Boulez, auquel il vient de participer, qui s'appelle Improtech. Improtech l'a invité, le présentant comme un guitariste d'avant-garde spécialisé dans l'improvisation libre et l'expérimentation sonore, l'a donc invité à improviser en lien avec une IA créative. Et donc ce que je lui demande pour commencer, c'est comment il est arrivé là, et est-ce que c'est la première fois qu'il travaille avec une intelligence artificielle? Mon contact avec l'intelligence artificielle s'est fait au travers d'une rencontre avec Gérard Assayag, qui est un chercheur de l'IRCAM, et qui est à l'origine du logiciel qui s'appelle Somax. Le logiciel Somax est une machine qui permet d'improviser avec des improvisateurs. Ça paraît un peu bizarre, j'avoue que j'étais assez... alors, pas sceptique, parce que bon, c'est quand même une nécessité d'ouverture d'esprit face à ce phénomène de l'intelligence artificielle qui est quand même indispensable, mais en fait je comprenais pas vraiment comment ça se passait. Alors pour expliquer ça simplement,
C'est un processus de captation du jeu de l'improvisateur. Donc là, en l'occurrence, moi, après avoir été sollicité par Gérard pour le faire, qui capte mon son, qui enregistre mon son pendant que je joue, et qui, lui, dans sa machine, a une banque de sons qu'il a choisie, hein, il a nourri la machine avec. Mais c'est une banque de sons qui sont à toi au départ ou non? Non, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une banque de sons à moi, ça peut être une symphonie de Beethoven, ça peut être n'importe quoi, qui est entreposé en banque à l'intérieur de sa machine, et en fonction de ce que je fais, la machine va chercher en temps réel dans sa banque de sons l'événement qui lui semble le mieux correspondre à ce que je suis en train de faire pour me répondre. Si par exemple dans la banque de sons de Gérard il y a un morceau de 4 minutes, il va chercher les 3 secondes qui lui semblent correspondre à ce que je suis en train de faire pour créer réellement une interaction entre le jeu du musicien et le jeu du musicien machine, quoi. C'était la première fois que tu faisais ça? Ah, complètement, oui, c'était la première fois. J'avais participé à des opérations un peu similaires par des musiciens de musique électroacoustique comme Christian Sébille, qui captent mon son pendant que je joue et qui le transforment, c'est-à-dire qui utilisent des logiciels pour modifier le son. Mais là, c'est une interaction directe entre ce que possède la machine et ce que je suis en train de faire. Il ne modifie pas mon son, il n'intervient pas sur la qualité de mon son, il intervient juste sur la proposition artistique que je peux faire, en essayant, lui, de répondre de manière artistique et de manière musicale aussi. Et alors, qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a donné? Comment tu l'as ressenti, toi? J'avoue que mon scepticisme a rapidement disparu, quoi. J'ai été un peu bluffé par ce procédé, parce que la machine réagit avec ce qu'on lui donne à manger, hein. Elle se nourrit des fichiers d'attaque qu'on lui donne. Donc si on lui donne des choses intelligentes, elle répond intelligemment. Si on lui donne des choses un peu bêtes, elle répond bêtement, quoi. Le fait d'avoir cet outil qui devient un musicien, en fait, car il a une certaine autonomie relative, mais une certaine autonomie. T'as été surpris par des choses? Ah oui, comme je disais, c'est bluffant, parce qu'il y a une capacité d'analyse à une vitesse qui est absolument phénoménale. Oui, on a vraiment l'impression de jouer avec un autre musicien. On a le même rapport, quoi. Incroyable. Et t'étais tout seul sur scène ou il y avait d'autres gens? Alors, j'ai fait les premières expériences tout seul, puis les concerts qu'on a fait à Marseille, au Japon, à Paris, il y avait d'autres musiciens. Et plusieurs pilotes de machines. Là, à Paris, à l'IRCAM, par exemple, il y avait 4 musiciens instrumentistes et 4 pilotes de Somax, qui peuvent choisir le musicien avec qui ils vont interagir. Pour finir, je lui demande s'il ne se sert de l'IA que dans ce type de situation, en concert, en public, avec des pilotes, ou est-ce qu'il l'utilise aussi pour lui, chez lui, dans son studio? Moi, j'ai déjà Somax dans mon ordi. Alors, je n'en sers pas en public, hein. Il y a quand même des compétences, des habitudes d'usage qui sont nécessaires. Je m'en sers dans l'intimité de mon petit studio à la maison pour voir comment ça marche et essayer des choses. Mais c'est pas dit qu'un jour je n'utilise pas Somax avec mes propres sons et faire un concert en duo avec moi-même. Cela se joue à 2. Alors, en ce qui concerne la musique, ça a l'air assez convaincant. Mais qu'en est-il avec l'écriture? Réécoutons un peu Joachim. Et donc pour revenir à la peur, oui c'est ça, moi j'aime bien expliquer ça en conférence parce que j'espère que ça permet de mieux comprendre déjà comment ça marche et que du coup peut-être prendre du recul sur les réponses qu'on a
parce que c'est juste une fonction qui répond à un résultat et qui essaie de répondre au mieux. Alors après, on peut toujours lui dire d'écrire autrement, parce qu'on remarque à force de faire des demandes que c'est toujours écrit un peu pareil, qu'il y a toujours des petites formules qui reviennent avec des termes un peu amélioratifs, une espèce de positive attitude tout le temps. On peut lui demander par prompt de le changer, mais c'est encore pareil, c'est une fonction qui va répondre pour nous contenter le mieux, et c'est juste un calcul, une fonction, donc il n'y a pas d'intelligence en fait. C'est comme une fonction de recherche de texte dans un document, sauf que c'est un peu plus poussé finalement. Et donc, il a essayé de s'en servir pour écrire ? Sur mon site, j'ai publié toute une série de textes sur une conversation avec Claude, l'IA de Anthropique. Il y a aussi un youtubeur anglais qui fait ça avec des questions philosophiques. Lui, il a une formation de philosophe. Je dis ça parce qu'avec Claude, j'en étais arrivé là, quoi. C'est-à-dire que en l'interrogeant, on voit aussi que c'est pas neutre. Donc c'est ça qui est peut-être intéressant de souligner, oui, dans les tests que j'ai faits, c'est pas juste un moteur de recherche ou une fonction probabilistique qui va répondre avec le meilleur score au sens dans lequel on est en train de l'interroger. Il y a aussi un aspect non neutre, parce que faut quand même voir que c'est développé par des gens qui ont un objectif commercial. D'ailleurs, on peut faire le lien avec ce que tu disais sur les gens qui travaillent, qui ont peur de perdre leur emploi, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi un outil de réduction des coûts. On demande aux gens de produire plus de choses en moins de temps, plus d'illustrations en moins de temps, de faire plus de textes dans moins de temps, pour moins cher, parce qu'il y a les IA. Donc, c'est un outil de baisse pour faire diminuer le coût du travail. En réalité, c'est à ça que ça sert. Et oui, n'oublions pas que Somax, le logiciel d'IA dont parle Jean-Marc, est développé par l'IRCAM, pas par un entrepreneur privé. Il y a aussi une autre peur, c'est la peur plus existentielle, en fait, sur qu'est-ce que les machines vont changer au monde, ou à notre rapport au monde, etc. On le voit ça dans les changements que certaines entreprises d'IA apportent. Elles proposent des compagnons. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement, c'est plus un agent conversationnel généraliste, il est spécialisé dans l'amitié. Et je pense les entreprises en sont arrivées à cette conclusion parce que le truc irremplaçable, c'est l'expérience en fait. Et je pense pour la création, c'est la même chose en fait. Pour l'écriture, pour la traduction, tous les domaines où les gens ont cette peur existentielle, c'est là qu'on voit qu'il y a un côté irremplaçable qui est que si on donne une traduction à faire à 10 LLM différents, ils vont tous nous pondre en fait la même traduction, qui sera, du point de vue des probabilités, la plus juste par rapport à leur entraînement, qui est à peu près le même. Par contre, si on donne la même traduction à 10 humains, traducteurs, traductrices, il y aura 10 versions différentes, et c'est ça qui nous intéresse. Et alors, quelle perspective ? On parle beaucoup de la bulle spéculative autour de l'IA. Si cette bulle explose, je pense que quand même ces outils vont rester, parce que ils sont utiles au capital de faire baisser le coût du travail, et s'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être disparaître, qui sont un peu inutiles, qui ont été surévaluées, ou tout simplement les entreprises qui les proposent vont couler suite à l'explosion de la bulle, si elle a lieu, on peut pas dire, mais il y aura au moins, je pense, une part des outils qui va rester et qui serviront simplement à faire produire plus vite, que ce soit des images, du texte ou de la musique. Bon, ce n'est pas évident de tout démêler. Mais avant de finir, je lui demande. Il ne s'est pas amusé à jouer, lui, un peu, avec l'IA quand même ? Si, et on va l'entendre, pour finir, dans un texte qu'il a écrit. Dans les entrailles d'un vieux coffre, un grondement d'horloge coince et fait gros bois. L'encre s'échappe, griffant le papier de sa fougue zip fouillée. Je taille des vers, chic chic, clés rouillées frappant les âmes. Un fouap fouap de lanières usées créant des images vourbricoles. Vices et tourments, destin délaissé, les ombres s'animent, crac pouf zip, sous les plaintes d'un miroir. Swish swish, le flot des vers emportant le secret des glou-glou d'un vieux jeu de guerre où la vie consume cric, la mort éventrée. Au réveil, les cœurs bric le gramophone en démence, mots rugissent, chomprac, silence, poésie vroum-méco éraillée, fureur lueur, lampe à huile, brasier d'espoir, zif, âme d'exil, quête acharnée à boussole égarée, ainsi s'élève ma poésie tumulte brûlant, appel vibrant, zoom, foup, en attente, force, rage, plic-plac, et mécanisme rouillé, liberté d'interpréter, ziblibliblibu, page jaunie. Excellent. C'est ce que j'ai pas fait avec bruit. Merci beaucoup.
En écoutant Jean-Marc parler et en entendant le poème de Joachim, j'ai un peu eu envie de tester des choses. Je me suis dit que je n'allais pas commencer avant d'avoir terminé cet épisode, mais que peut-être, pour mon prochain projet, qui est partiellement lié à Delphine Seyrig, d'où mon intérêt pour Marianne Bad dans cet épisode, j'allais l'utiliser. Quoi ? L'IA ? Donc, à suivre. En tout cas, je vous tiendrai au courant. À bientôt, au revoir.